crise caniculaire, on va dire. Et je vais d'abord passer la parole à Corinne Lespat pour une communication culture. Oui, communication pour les festivités de l'été. Donc le 13 juillet, on appelle ça le 14 juillet, mais nous c'est prévu le 13, le lundi 13. Donc comme d'habitude, sous la halle, comme l'année dernière on va dire sous la halle, du karaoké est prévu avant le feu d'artifice et un concert qui est prévu après, un concert très populaire puisque celui de l'année dernière était quand même trop particulier, on va dire. Les associations, de nombreuses associations participent, comme d'habitude. Les 3 associations de foot, d'ailleurs, seront là. Le Goujon-Artigné, etc. Je ne vous cite pas tout. Voilà pour le 13 juillet, c'est à partir de 19h. L'été métropolitain, là aussi, comme tous les ans, 2 spectacles dernière semaine d'août, le 25 août et le 28 août. À partir de 19h et à Bétail. Le premier, le 25, c'est Variations iraniennes. Ça se déroulera à la médiathèque. Me semble-t-il, oui. J'ai un doute. Je crois non, c'est en extérieur. Excusez-moi, mais pas loin de la médiathèque. C'est une fiction et documentaire sur la Perse qui est devenue l'Iran. Et le stand-up de la fin du mois d'août, le 28 août, avec Comedy Club, que vous connaissez, qui d'habitude était dans la programmation plutôt en janvier, et bien là, il sera en août. Et le lancement de la nouvelle saison, je vous le dis déjà, le 25 septembre. Je vous en parle parce que le concert, les musiciens qui viennent, Club Sandwich, il s'appelle, c'est le choix des Artiguais qui sont les membres de Programme Acteurs. Voilà pour la culture jusqu'au mois de septembre. Merci Madame Lesbat, Monsieur Pierre Pouget pour le CCAS. Oui, bonsoir à tous. 3 informations autour de l'avis du CCAS et des sujets de solidarité d'une manière générale. D'abord, la mise en place du conseil d'administration du CCAS, puisqu'au dernier conseil municipal, vous aviez désigné les élus qui siègent dans le collège des élus au conseil municipal. Je rappelle, Mesdames Belay, Foran et Chély, et 2 jeunes hommes, la personne de Jem Gaetano et moi-même. Et donc, en parité, le collège des associations, 5 associations, donc l'UDAF Gironde qui est représenté par Mme Lureau, le Secours catholique qui est représenté par Mme Puy-Jarinet, les Restos du Cœur et ces nouveaux qui sont représentés par Paul Astruc, le Secours populaire est représenté par Alain Abadi, et une dernière association sur laquelle je voudrais dire juste 2 mots, TSA 33, tous super autonomes, dont la présidente donc siégera au conseil d'administration. TSA, c'est une association dédiée à l'accompagnement des familles concernées par l'autisme et les troubles associés. Et le siège de l'association se situe sur notre commune, dans le secteur de Font-de-Rôde. Voilà pour la gouvernance du CCAS. Un deuxième mot, c'est plutôt des remerciements. Sur la collecte de printemps qui a eu lieu il y a un mois aujourd'hui, 29 et 30 mai dernier, dans l'Intermarché d'Artigues. Je voudrais remercier la quarantaine de bénévoles artiguais qui se sont mobilisés, qui ont permis de récolter plus de 3,5 tonnes de denrées au profit de la banque alimentaire. Et remercier en particulier la bénévole qui a coordonné ça pendant les 2 jours. Elle est dans la salle, donc je tairai son nom. Ses articulations douloureuses, notamment aux chevilles, en souffriraient, mais qu'elle en soit, à notre nom à tous, vivement remerciée. Je rappelle que la banque alimentaire, c'est la centrale d'approvisionnement des 130 ou 135 associations CCAS et IAS qui vont s'approvisionner chaque semaine à la banque alimentaire. Et à ce titre-là, l'épicerie sociale d'Artigues, chaque semaine, va donc essayer de récupérer ce qu'elle est en capacité à récupérer. Et en 2025, c'est près de 10 tonnes qui ont été récupérées à la banque alimentaire pour l'activité de l'épicerie sociale. Puis, un troisième point, je voudrais informer ici le conseil municipal de l'adhésion de 4 entreprises artiguaises, des entreprises au profil un peu particulier. Il y a à la fois les 2 supermarchés, Intermarché et Auchan, et les 2 pharmacies d'Artigues qui ont les uns et les autres adhéré à la plateforme Proxidon. Je rappelle simplement que les défis des associations qui interviennent dans l'urgence alimentaire aujourd'hui, c'est à la fois un défi d'approvisionnement,
puisque l'approvisionnement qui se fait auprès des GMS est de plus en plus restreint, puisque les GMS, à la fois à la cause de la loi Garot et surtout de Egalim 3, ont l'obligation de gérer au mieux des produits qui s'approchent de la DLC. C'est la raison pour laquelle vous trouvez tous des îlots démarqués dans chacun des supermarchés. Alors, et puis en face de ça, vous avez une explosion de la précarité, et notamment de la précarité alimentaire, qui n'est jamais qu'une des facettes d'une précarité généralement plus globale. Alors, Proxidon, en un mot, je vais faire très court, hein, c'est le Too Good Togo plutôt, dont le bénéficiaire en première ligne n'est jamais un particulier opportuniste, mais un acteur qui intervient dans l'urgence alimentaire. Le donateur constitue ainsi son panier, souvent en fin de journée, son panier de produits qu'il veut donner et dont il veut se séparer, souvent parce qu'on approche de la DLC. Et il le met en ligne en indiquant le contenu de son don, en particulier s'il y a des produits frais, et le créneau pour le récupérer. Donc l'acteur qui intervient dans le secteur caritatif, et ici à Artigues en l'occurrence, c'est l'épicerie sociale, est immédiatement informé par mail et par SMS, et il doit donc s'organiser pour récupérer chez le donateur le don qui est proposé. Pour cela, j'ai donc organisé autour de l'épicerie sociale une équipe de citoyens bénévoles, au nombre de 4, qui sont taillés avec corvéable dès lors qu'il y a un don qui est signifié par l'un ou l'autre des 4 acteurs. Puis un dernier mot sur les dons des pharmacies. Bien évidemment, on ne récupère pas des médicaments. Pour l'essentiel, ce sont des produits d'hygiène et ce sont des dons qui sont validés par une plateforme nationale, No West Pharma, qui s'assure que les dons qui sont faits par les pharmacies peuvent ensuite être remis à des bénéficiaires ultimes via les épiceries sociales en particulier. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que Proxidon, qui édite pour le coup même également le reçu fiscal, puisque l'un des leviers aux dons, en tout cas en France, c'est la loi Coluche qui permet de défiscaliser pour le donateur. C'est donc la mise en place d'une sorte d'écosystème vertueux et solidaire à l'échelle de notre commune, en circuit court. Et je crois qu'on ne peut tous que s'en réjouir. À une heure, on pointe tout ce qui va mal. Il y a des choses qui vont, sur des sujets comme celui-là, qui sont quand même encourageants. C'est d'une certaine manière une RSE pragmatique parce que très locale. Voilà, merci de votre attention. Merci, M. Pouget. Je passe maintenant la parole à Mme Doussou. Il y aura une partie à 2 voix avec Mehdi, M. Amroun. Bonsoir à tous. Un point rapide sur la carte jeune. Donc, pour rappel, c'est un dispositif qui a été lancé à l'origine par la ville de Bordeaux en 2013 et qui a été ensuite étendu à 12 communes de la métropole en 2019, dont Artigues, et généralisé à l'ensemble des 28 communes en 2025. L'objectif de cette carte, c'est de favoriser et de diversifier les pratiques culturelles, sportives et de loisirs à l'échelle métropolitaine pour les 0-25 ans. Aujourd'hui, le dispositif dispose d'environ 25 partenaires qui proposent des réductions, voire des gratuités. Monsieur le maire, si Monsieur Amroun peut prendre la parole pour nous donner les résultats d'Artigues. Monsieur Amroun, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. M'habituer. Oui, quelques compléments concernant les chiffres actuels de la carte jeune à Artigues. Donc les derniers résultats disponibles en date du 31 mai 2026 montrent que notre commune atteint désormais un taux de détenteurs de la carte jeune, donc parmi les 0-25 ans, qui est de plus de 40%, soit plus de 1000 jeunes artiguais qui sont désormais détenteurs de la carte jeune. Donc c'est un excellent résultat qui s'inscrit d'ailleurs dans une progression continue depuis 2019. À titre d'information, on était autour de 9,5% en janvier 2020 et autour de 25,6% en janvier 2023. Donc ce résultat de plus de 40% de détenteurs permet à Artigues de se classer comme la 5e meilleure élève parmi les 28 communes de la métropole et très au-dessus des communes voisines comme Senon qui est à 25,5%, Forac à 17% ou encore Lormont qui est à un peu plus de 12%. Donc pour terminer, je souhaitais aussi souligner l'action du service éducation enfance-jeunesse et en particulier Louis Gomis, notre responsable jeunesse depuis 2024, qui ont mené un travail de fond et souvent de l'ombre
pour justement poursuivre et intensifier cette dynamique. On le voit dans les chiffres depuis 2024, on a une augmentation encore plus importante. Et voilà, je tenais juste à souligner aussi cet élément. Merci, Monsieur Amroun. Je repasse la parole à Madame Doussou. Alors, je vais vous parler d'une charte que nous avons signée avec le département. Il s'agit de la charte qui lutte contre, donc prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles en accueil collectif de mineurs en Gironde. Alors, je vais vous donner un petit point de contexte. Donc, cette charte a été signée le 11 juin 2026 à La Trenne et elle engage notre municipalité plus en avant encore dans la prévention et la lutte contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles, en accueil collectif de mineurs, donc dans nos centres de loisirs. Alors, pourquoi cette charte? Donc, les accueils collectifs de mineurs, à l'image des écoles, sont des lieux où les enfants partagent leur quotidien avec les adultes, favorisant un lien de confiance fort, et où les adultes font figure d'autorité et où certaines activités génèrent un rapport au corps important, autour de l'hygiène, des siestes, des baignades, etc. Donc c'est un endroit où les violences peuvent apparaître, mais c'est surtout un lieu où les enfants peuvent être amenés à parler de leur propre vécu, et on pense bien sûr aux violences intrafamiliales, qui sont quand même les violences en proportion les plus importantes. Or, quand on interroge les personnes qui travaillent dans ces centres de loisirs, 56% des personnes interrogées déclarent avoir été confrontées à des situations de violences sexuelles et sexistes, et 72% expriment un besoin de formation. Donc, si l'école, on parle de l'école, a bien avancé sur le traitement de ces violences avec les programmes EVARS, la formation des personnels, donc l'école sait bien prendre en charge en fait ces questions-là. Il est temps vraiment de faire ce travail en profondeur sur les centres de loisirs. Donc cette charte, son objectif, c'est de créer une véritable culture en centre de loisirs de prévention et de lutte contre ces VSS, de renforcer la légitimité des intervenants, d'améliorer leurs pratiques et la gestion des situations et, in fine, de mieux protéger les enfants et les adultes contre les violences sexuelles et sexistes. Donc, sur quoi finalement est-ce qu'on s'engage avec cette charte? Donc, en inscrivant la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le PEDT. Donc, on s'engage à recruter des personnels formés ou on s'engage à les former. Il s'agit aussi de désigner un référent VSS dans chaque structure qui engage les équipes, les outils et qui sensibilise les mineurs et leurs familles sur ces questions. Nous nous engageons aussi à la plus grande vigilance vis-à-vis des VSS par des adultes sur des mineurs, par des adultes sur des adultes et aussi entre mineurs. Donc ça concerne autant les enfants que les adultes, cette charte. Et elle engage aussi à protéger les victimes en prenant des mesures suspensives quand cela est nécessaire et en orientant les victimes vers les structures compétentes pour une prise en charge. Donc le plan de lutte contre les VSS sera lancé à partir de la rentrée prochaine et se déploiera progressivement dans les 2 années à venir. Donc il y a un gros travail de fond à faire. Et la lutte contre les VSS est déjà une de nos priorités. C'est pas nouveau à Artigues. Et nous avons su prendre des mesures quand cela était nécessaire. Mais nous souhaitons aller plus loin avec cette charte pour protéger encore plus et encore mieux nos enfants et nos adultes dans les accueils collectifs de mineurs. Merci beaucoup. Donc c'est une communication, comme toutes les communications, très importante, mais la dernière en particulier, et puis les résultats sur la jeunesse et sur la carte jeune sont très intéressants aussi. J'ouvre donc maintenant officiellement la séance du conseil municipal du 29 juin. Je vais commencer par l'appel. Madame Lesbats, Monsieur Lureau, Madame Vinter, Monsieur Verdon, Madame Doussou, Monsieur Pouget, Madame Malada, Monsieur Sarjac, Madame Dauvilliers, Madame Bergerot, Madame Pérez, Monsieur Dargelas, Madame Belay, Madame Tressard, Monsieur Caetano, Madame Méliani, Madame Fourant, Monsieur Delay, Monsieur Bonnet, Monsieur Chiron, Monsieur Dauvilliers, Monsieur Cholet, Madame Keroy est absente, Madame Elfadi, Monsieur Domi, Madame Dagama est absente mais a donné procuration à Monsieur Domi, Monsieur Amroun et Madame Célie. Oui, Madame Célie, pardon, je vous donne la parole si vous la demandez.
En fait, Madame Quiroy a bien fait la procuration, mais sur idée libre, et Madame Alba vient de me dire que enfin, on ne savait pas, mais qu'il fallait la faire sur papier libre. Et oui, il faut la faire sur papier, donc elle n'est mais ça avait pas bien valable. été fait auprès de idée libre, donc voilà. Okay. Oui, mais malheureusement, elle n'est pas valable. Oui, bien sûr. Donc je ne peux pas l'enregistrer cette fois. Mais du coup, pour l'avenir, effectivement, on saura qu'il faut une version papier. Okay. Merci. Merci à vous. Alors, pardon. Donc, nomination du secrétaire de séance. Je vous propose de nommer Madame Véro Doussou. Il n'y a personne qui s'y oppose. Merci. Le tableau des décisions. Donc, il y a une décision, c'est l'attribution, la signature de la convention d'occupation du local cuisine, donc celui qui est à côté de la police, du local de police municipale, qui jusqu'à maintenant était occupé par l'association Marie Curie. Et donc, maintenant, c'est la maison culinaire de Narinet. Donc, c'est une dame avec qui j'ai signé d'ailleurs la convention aujourd'hui. Là, c'était l'attribution de l'appel à manifestation d'intérêt. On a signé la convention pour une ouverture du local, une occupation. Elle pourra prendre ses fonctions et faire de la cuisine de type autour de la cuisine arménienne notamment à partir du 1er juillet. La convention est signée pour 1 an et elle pourra être renouvelée. Ensuite, nous passons aux délibérations. Alors, la première délibération, la 066, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 5 juin 2026. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Madame Elfadi a une question. Bonsoir à tous. Juste pour préciser, pour le feuillet de clôture de la séance, vous avez marqué que Claude Dauvilliers, Esther Quéroy et Naïma Sely étaient bien présents alors qu'ils étaient absents. Oui, mais écoutez, on prend en compte votre remarque et on modifiera le PV. C'est juste ça. Très bien. Merci. C'est noté. Merci pour cette remarque. En intégrant donc cette modification, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je mets au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc 4 voix. Qui est pour? Merci. Donc à la majorité, la délibération 66, oui, la majorité est adoptée. Délibération 67, détermination des indemnités de fonction des élus. Alors, donc nous devons modifier les indemnités de fonction des élus parce que donc j'ai nommé par arrêté 7 conseillers délégués. Donc je vais vous les citer par ordre alphabétique et vous donner leur périmètre de délégation. Donc Madame Nicole Bergerot, donc conseillère déléguée à la lutte contre l'habitat indigne, Monsieur Jaime Caetano à l'inclusion et au handicap, Monsieur Florian Chiron à l'économie sociale et solidaire, Monsieur Didier Dargelas aux mobilités, Monsieur Loïc Delay aux économies d'énergie et à la stratégie énergétique des bâtiments publics, Madame Aïcha Meliani à la propreté des espaces publics et la lutte contre les dépôts sauvages, et Madame Nathalie Tressard au développement du sport féminin et développement du handisport. Donc il y avait une petite coquille dans la délibération, ce ne sont pas 6 mais 7 conseillers municipaux délégués, et les montants sont modifiés dans la délibération précédente, enfin que vous avez eu en ligne par contre, pardon. Donc l'indemnité du maire était à 58,3, donc elle est bien à 57,90 et non plus à 58,3. Pour les adjoints, au lieu de 21,2 dans la délibération que vous avez eue, elle est à 20,90. Et pour les délégués, elle ne change pas, elle est à 2,82%. Par contre, il n'y a pas 6 délégués, mais 7 conseillers municipaux. L'enveloppe ne change pas, de toute façon, c'est une répartition différente de l'enveloppe qui était mobilisée pour le maire, les adjoints et les conseillers délégués. Voilà, donc je vous propose de soit passer au vote, soit s'il y a des échanges ou des discussions sur cette délibération. Monsieur Cholet. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, on aurait préféré, s'il vous plaît, monsieur le maire, qu'on ait les délibérations avec les noms et les prénoms des collègues que vous avez cités, ainsi que les délégations de rattachement que vous venez également de citer. On est un petit peu surpris parce qu'on est sur une commune de moins de 10 000 habitants et on s'interroge sur le bien fondé, mais ça c'est votre choix, vous allez me dire, et votre volonté d'élu, de mobiliser donc un exécutif d'élus à 16 en vous comptant. Bon, après ça c'est encore une fois votre choix, mais moi cette délibération en fait, s'il vous plaît, on aimerait bien que vous la reportiez parce que là on découvre verbalement les éléments.
On n'a pas la date de début d'indemnité, quand est-ce qu'elle précise, si c'est aujourd'hui ou si c'est acté aujourd'hui, on ne sait pas. De toute façon, on va demander le report parce que légalement, il faut qu'il soit précisé l'identité, la délégation de rattachement, ainsi que les 7 arrêtés de délégation, monsieur le maire. Absolument pas, monsieur Cholet. Les arrêtés ont été pris, je crois, il y a 2 ou 3 semaines. Donc j'attendais aujourd'hui le conseil municipal d'une part pour vous l'annoncer, et d'autre part, donc c'est cette délibération qui va acter la mise en place donc de la modification des indemnités. Donc si vous étiez effectivement intéressé de près, vous auriez pu trouver les arrêtés sans aucune difficulté et avoir donc les intitulés, mais rien ne m'oblige à citer dans cette délibération la délégation des conseillers, puisque ce n'est pas arrêté du maire et non pas par une délibération. Donc il n'y a aucune raison que je reporte cette délibération. Bon, si je peux me permettre de répondre, on a quand même l'article 21, 23, 24-1 du CGCT qui précise exactement ce que je viens de vous préciser, monsieur le maire. Après, vous faites comme vous voulez. Nous, on se réserve le droit bien sûr, de solliciter un déféré préfectoral. Parce que là, on n'est pas dans la légalité. Merci. Mais on voit assez mal l'intérêt, effectivement, que vous auriez à attaquer cette délibération, si ce n'est à retarder la mise en place des indemnités pour les conseillers délégués. Après, sur votre question sur le fait que pour une ville de moins de 10 000 habitants, je pense que les éléments que l'on a cités font que, oui, il y a des besoins, il y a besoin de s'occuper de nos habitants, sur tous les sujets que l'on a nommés. Je crois que quand vous étiez vous-même en place, vous aviez un certain nombre de conseillers délégués aussi. Mais bien sûr que si. Alors, on peut reprendre M. Cholet, ne me dites pas qu'il n'y avait pas de conseillers délégués, je pense qu'il y en avait un certain nombre aussi. Donc voilà, puis effectivement, c'est le choix de cette nouvelle municipalité, nouvelle équipe, de faire en sorte que l'on... Oui, M. Lureau, une précision. Monsieur le Président, M. Cholet, non, vous ne pouvez pas secouer la tête. J'ai été élu comme vous pendant une période où vous aviez 13 de vos élus qui étaient indemnisés par la mairie. Et comme de fait, tout à fait bizarrement, pendant cette période-là, vos délibérations passaient avec 15 voix contre 14. Donc, d'ici à y trouver une relation de cause à effet, M. Cholet, ne venez surtout pas nous chercher sur le sujet, parce que je pense que vous ayez un peu de mal. Si je peux me permettre, on ne va pas faire référence systématique Cholet, au passé. je vous redonne la parole. Merci, monsieur le maire. On ne va pas faire référence systématique au passé. On ne prendrons pas part au vote, monsieur le maire. Très bien. Alors, y a-t-il d'autres questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, donc, je mets au vote. Donc, considérant qu'il y a 4 élus qui ne participent pas au vote, donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, la majorité, à l'unanimité des votants, la délibération est adoptée. Et je vous en remercie. Nous passons maintenant, je passe la parole maintenant à monsieur Michel Sarjac pour une série de 4 délibérations concernant les ressources humaines. On commence par la 68. Monsieur Sarjac. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, délibération 68, c'est la mise à jour du tableau des effectifs. Donc, le tableau des effectifs, c'est une annexe obligatoire au document budgétaire qui, en fait, recense les emplois permanents qui sont nécessaires au fonctionnement de la mairie. Donc, c'est régulièrement mis à jour pour tenir compte des recrutements, mais ils sont rares, et pour tenir compte notamment des promotions. Lorsqu'il y a une promotion, l'emploi de départ est supprimé et on crée l'emploi d'accueil. Donc vous avez sur le tableau, vous avez 4 postes qui sont créés, 8 qui sont supprimés. Le solde au final est d'un seul poste créé qui va donner un recrutement. Les trois autres sur la création de postes, il y a 3 postes qui sont créés à l'issue d'une promotion. La seule création de poste est le poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à 5/20e. Donc c'est un poste à temps non complet à raison de 5 heures de cours hebdomadaires. Ça résulte pas d'une réorganisation, mais d'un ajustement dans le fonctionnement du service. C'est l'évolution d'un professeur de clarinette qui déjà depuis plusieurs mois joue un rôle de coordination, d'animation sur l'ensemble du pôle culture. Donc il va être conforté dans ce poste et il y aura donc le recrutement d'un professeur de clarinette à raison de 5 heures de cours par semaine. Pour les 8 postes supprimés, il y a à la fois des régularisations et puis des postes de départ pour des gens qui ont eu des promotions. Donc le solde, c'est une création nette
d'un poste. Donc les emplois, le tableau des effectifs, aujourd'hui, il y a 129 emplois permanents. Ils vont passer à 130 avec cette création. Voilà, si vous n'avez pas de remarques. Merci, M. Sarjac. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? M. Chollet. Oui, j'ai plusieurs questions ce soir à poser. Monsieur Sarjac, s'il vous plaît, ou monsieur le maire, si je peux me permettre. On parle d'annexes, là, on parle de tableaux, mais comme le dernier conseil municipal, vous avez interpellé sur le fait qu'on n'a pas de tableau qui présente les évolutions, le nombre de postes qui sont créés, qui sont supprimés, temps partiel, temps complet, etc. C'est la première remarque. Première question, est-ce qu'on a l'avis du CST, du comité social territorial? Et comme on n'a pas de tableau, on a du mal à mesurer, à quantifier l'impact budgétaire sur cette année, à la hausse ou à la baisse. Sarjac. À mon avis, il n'y a pas eu d'avis du CST, parce que aux dernières sollicitations, les représentants n'étaient pas disponibles. La création du poste est de l'emploi est bien entendu dans le budget primitif. Voilà, elle est prévue au budget. De même que le tableau des effectifs, il était annexé au budget primitif, au budget prévisionnel, et on ne le remet pas à jour à chacune des délibérations. Ça, on l'a fait sur tout le mandat précédent, et on va continuer de le faire. Ça demande un travail administratif qui est lourd et qu'on fait une fois de temps en temps. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, je mets au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 4 voix. Qui est pour? Je vais lever la main. Merci. Donc, à la majorité des délibérations, des voix, la délibération 68 est adoptée. Nous passons à la délibération 69. Le Sarjac, toujours. J'y suis 3 secondes. Donc la délibération 69, nous sommes déjà dans les travaux préparatoires pour le budget 2027. En fait, on vous propose une délibération de principe, une délibération cadre qui va permettre en 2027 de recruter des contractuels pour accroissement temporaire d'activité. Donc ça concerne tous les emplois permanents et accroissement temporaire d'activité, c'est limité par le Code général de la fonction publique, pas plus de 12 mois sur une période de 12 mois. C'est classique comme délibération et c'est surtout une sécurité pour le fonctionnement de la mairie. Délibération annuelle. Y a-t-il des questions? Monsieur Chollet. Bien. Il est difficile de s'engager sur l'avenir. On est en 2026, début juillet 2026. On est là, vous préparez 2027. Il est difficile d'avoir une anticipation des besoins avec autant d'écart. Et pourquoi on n'attend pas le budget 2027, puisque c'est en avril, donc logiquement on devrait pouvoir avoir une prévision plus claire, plus précise à mon sens que celle que l'on a aujourd'hui. Donc, Monsieur Sarjac. Non. L'exercice de prévision pour le budget de 2027, il se prépare dès à présent. Ça c'est clair, les délais sont ceux-ci. Là, il ne s'agit pas de définir un besoin. Il s'agit de poser le principe de pouvoir recruter des personnels en cas de besoin pour un accroissement temporaire d'activité. Le besoin, il n'est pas du tout défini, c'est vraiment une déclaration de principe qui est sécurisante pour le fonctionnement de la mairie. Merci, M. Sarjac. Oui, et puis dans l'instant ou le monde dans lequel on vit, je pense que prévoir très longtemps à l'avance, c'est de plus en plus difficile. Il se trouve que sur la crise, on en parlera tout à l'heure, de la canicule, on n'a pas forcément eu besoin d'avoir recours à des agents supplémentaires, mais ça aurait pu être le cas si, par exemple, les écoles avaient fermé, ce qui n'a pas été le cas. Oui, M. Sarjac, un complément? Non, si je pouvais amener une précision, vous avez dans la délibération une synthèse d'une partie du tableau d'effectifs où vous avez l'ensemble des emplois qui sont ouverts et qui sont concernés par ce renfort temporaire. Les 129 emplois inscrits au tableau d'effectifs. Merci, M. Sarjac. Y a-t-il d'autres commentaires ou questions sur cette délibération? Eh bien, je la mets au vote. Donc, qui est contre?
C'est une délibération annuelle qu'on passe tous les ans. Mais bon, 4 voix contre. Qui s'abstient? Personne qui est pour. La majorité, la délibération annuelle 70 est adoptée. 70, 69, pardon, j'ai un temps d'avance aujourd'hui. Merci. Délibération, donc 70, oui. Donc la délibération Monsieur 70, on est toujours dans une période de préparation de l'exercice budgétaire 2027. C'est une délibération qui autorise le recrutement de vacataires pour les manifestations culturelles et festives. Bien sûr, ça va supposer que des crédits soient ouverts au budget. Donc là aussi, c'est une délibération de principe. En 2025, il y a eu 3 à 4 vacataires mobilisés pour le spectacle du Cuvier. C'est moins d'une centaine d'heures par an et pour un total de 1 900 € brut chargés. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, monsieur. La même remarque, Cholot. idem que pour la 69. Donc on voteront contre. Pardon, vous pouvez... Nous allons voter contre. Je fais les mêmes remarques que sur la 69. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Donc, je mets au vote. Donc, qui est contre? 4 voix. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Je demandais de lever la main. Merci. Donc, à la majorité, la délibération, donc c'est bien la 70, est adoptée. Michel Saint-Jacques pour la 71. Donc 71, c'est la dernière dans le cadre de la préparation du budget 2027. Donc elle concerne le recrutement de vacataires pour les examens et le jury de l'école de musique. Généralement, il y a 3 jurys mobilisés, 2 sur une journée, 1 sur plusieurs jours. C'est une centaine d'heures et c'est moins de 1 000 €. Donc là aussi, c'est une délibération qui permettra, en tant que de besoin, de recruter. Et bien évidemment, il faudra que le budget correspondant soit adopté. Merci. Délibération que l'on prend tous les ans, me souffle Madame Lesbatz, adjointe à la culture. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Je vais vous demander de lever la main. Merci. À l'unanimité, la délibération 71 est adoptée. Je continue de passer la main à Michel Saint-Jacques pour maintenant une série de 3 délibérations dans le domaine des finances, commençons par la 72. Donc la délibération 72, c'est une décision modificative sur le budget de l'école des arts. Ça fait une correction, une régularisation. L'objet, c'est la reprise du résultat qui s'élève du résultat d'investissement qui s'est élevé à un peu plus de 600 € et de l'inscrire en recette d'investissement pour 2028. On régularise quelque chose qui a été raté. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, c'est bon, je peux passer au vote? Oui. Alors, donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité. Qui est pour? Je vous demande de lever la main, pour être sûr. Merci. Donc, à l'unanimité, la délibération 72, cette fois-ci, est adoptée. Michel Saint-Jacques pour la 73, s'il vous plaît. Donc 73, c'est une délibération qui a pour but d'autoriser le maire à signer une convention avec la SSCV, la Société Civile de Construction Vente Bel Air. Il y a un objectif, c'est refacturer les charges de travaux sur l'éclairage public qui ont été réalisées par le SDEC, facturé à la mairie, et de le refacturer à la Société Bel Air. Oui, globalement, il y a un peu moins de 14 000 € de facture. Il faut que le maire puisse signer la convention pour qu'on puisse après refacturer légitimement, normalement, la Société Bel Air. Merci. Avez-vous des questions? Madame Elfadi. C'est juste une question de compréhension. Sur la convention, vous mettez aucun délai de retard ou de pénalité s'il y a un problème avec l'entreprise?
En cas de dépôt de bilan, ou de liquidation ou autre. Du dépôt de bilan, vous voulez dire de la De l'entreprise. SCV La Bel Air? Oui, l'entreprise. Là, on est sur 14 000 euros. Bon, c'est pas un engagement non plus dramatique pour la commune. On voit mal pourquoi la SCV déposerait le bilan. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Non, je n'en vois pas. Mais écoutez, je mets au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc, à l'unanimité. Qui est pour, pardon, bien sûr. Merci. Donc, à l'unanimité, la délibération 73 est adoptée. Et la 74, Michel Sarjac, s'il vous plaît. Donc la 74, c'est une délibération qui propose de me désigner comme représentant de la commune au sein de la CLECT, la Commission locale des charges transférées. C'est en fait une instance qui se réunit une fois par an, qui examine les flux financiers, les charges entre Bordeaux Métropole et les communes. Je ne vais pas faire semblant, je ne connais pas, je ne maîtrise pas aujourd'hui totalement le sujet, mais je vais m'appuyer bien évidemment sur les services de la mairie qui travaillent en étroite concertation avec les services de Bordeaux Métropole. Alors moi, je suis plutôt pragmatique. Le dossier, je vais le travailler avec les services. Si besoin, et en tant que besoin, je porterai la voix de la mairie d'Artigues. Il y aura un compte-rendu, je rendrai compte, et puis on avisera. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette désignation? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Qui est pour? Merci. À l'unanimité présent, la délibération est adoptée. Merci, Monsieur Sarjac, pour toutes ces délibérations. Et je passe la parole maintenant pour une délibération à Madame Doussou, la 75. Alors, il s'agit d'une délibération qui concerne le règlement intérieur des services périscolaires du centre de loisirs, etc. Nous avons voulu retravailler ce règlement intérieur pour plusieurs raisons. Déjà, pour répondre mieux aux besoins des parents. Donc, pour le faire, nous avons travaillé autour d'un groupe de participation citoyenne qu'on a appelé Jeunesse Acteurs. Il y avait 10 parents utilisateurs des services qui nous ont fait leur retour sur ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien, pour pouvoir adopter ce règlement intérieur. Donc, nous avons essayé d'améliorer le service. La première chose, c'est que la réservation des services du mercredi, qui se faisait avant, plusieurs mois à l'avance et qui devait se faire sur site, sera disponible en ligne sur le kiosque famille et il sera possible de réserver le centre de loisirs du mercredi une semaine avant et de l'annuler même une semaine avant, en donnant du coup beaucoup plus de flexibilité aux familles. D'autre part, les familles devaient aller sur les centres de loisirs pour inscrire leurs enfants pour les vacances scolaires. Désormais, ils pourront inscrire leurs enfants directement dans les 4 écoles. Ce sera plus nécessaire, par exemple, pour les parents dont les enfants sont à l'école du parc, d'aller jusqu'à Becker pour les inscrire. Ils pourront inscrire leurs enfants directement à l'école du parc. Enfin, nous avons modifié le calendrier d'inscription en élargissant les fenêtres d'inscription en passant de 2 à 3 semaines. Des familles ont dit que c'était trop court, qu'ils pouvaient des fois manquer le délai, et avec une date d'inscription plus proche des vacances en question. Donc ça, c'est pour l'amélioration du service. Ensuite, nous avons apporté une modification sur le sport. Donc il y avait un service que nous proposions le mercredi matin qui s'appelait Éveil Multisport. Cet éveil multisport était animé par un éducateur sportif et on avait 15 à 20 enfants qui étaient concernés. On supprime ce service parce qu'en fait, on le transforme en un service qui va toucher cette fois tous les enfants du centre de loisirs. L'animateur sportif va finalement intervenir à Joséphine Becker sur le centre de loisirs et prendra en charge tous les enfants par classe d'âge. Donc on aura des cycles pour les 6-7 ans, des cycles pour les 8-9 ans, plutôt que d'avoir 15 enfants entre 6 et 10 ans qui sont sur un sport. Là, c'est tous les enfants du centre de loisirs, donc jusqu'à une centaine d'enfants qui bénéficieront de cet animateur sportif. Enfin, nous avons essayé de travailler à l'optimisation des coûts. En effet, en maternelle, entre 7h et 7h30 au périscolaire, sur le temps scolaire, nous avions 4 animateurs qui étaient mobilisés
pour 0, 1 ou 2 enfants. Donc ce créneau de 7h à 7h30 en maternelle est supprimé, sachant que la plupart des enfants, enfin de ces 2 enfants, quand ils étaient présents, arrivaient vers 7h15, 7h20. Donc il faudra désormais qu'ils arrivent à 7h30. Et enfin, l'accueil du matin de maternelle, au lieu de se faire dans la maternelle du parc et la maternelle de la Plaine, se fera désormais seulement à la maternelle de la Plaine. Donc on va mutualiser les moyens pour accueillir tous les enfants de maternelle à la maternelle du parc. Voilà, juste un petit rappel qui est quand même spécifique à Artigues. Nous accueillons tous les enfants, il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire que tous les enfants peuvent bénéficier du périscolaire, tous les enfants peuvent aller au centre de loisirs, on n'a pas de jauge. Donc pour maintenir ce système auquel nous tenons beaucoup, pour permettre aux parents d'avoir l'esprit tranquille et ne pas vraiment s'inquiéter de la possibilité d'avoir une place, on fait en sorte de faire perdurer le système en trouvant des solutions pour optimiser les coûts. Voilà. Donc nous mettons au vote ce nouveau règlement intérieur s'il n'y a pas d'autres questions. Merci. Doucement, on va quand même le mettre au débat avant de le mettre au vote. Mettre au débat. Pardon. Oui, Madame Célie. Excusez-moi, j'ai bien écouté avec attention ce que vous venez de dire. Vous parliez il n'y a pas de souci au niveau de la jauge, mais vous avez l'encadrement qui va avec, si vous avez le nombre de personnes importantes. C'est le cas ? Alors c'est déjà le cas aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que les délais d'inscription nous permettent d'anticiper cette jauge. On a en plus un pool d'animateurs quand même assez large, de toute manière, la jauge on a le nombre d'animateurs toujours dédiés par rapport au nombre d'enfants. Les délais nous permettent de prévoir ça. Aujourd'hui, en fait, après, ce qui se passe, c'est que quand on a des annulations, voire beaucoup d'annulations, nous on adapte derrière en renvoyant les animateurs chez eux, etc. Donc là, on s'adapte. On a toujours plutôt trop d'animateurs que pas assez. Merci pour votre réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Cholet. Merci, Monsieur le maire. Je voulais remercier la majorité du travail de fond qui a été fait, Madame Doussou, parce que c'est un travail qui est important pour les Artiguais, et qui avait une demande, on le savait tous. Donc merci pour le travail de fond qui a été fait, et puis bien sûr, on va voter pour. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes ou d'autres questions ? Et en effet, je m'associe. Je remercie effectivement les services et Madame Doussou en particulier pour avoir travaillé rapidement et en quelques mois. Nous sommes là depuis 3 mois. Voilà. Il fallait faire vite avant la rentrée. On aurait pu attendre encore un peu, mais voilà, on a un peu bousculé les services aussi. Donc je remercie aussi les services pour le travail qui a été fait sur cette délibération en particulier. Parce que dès qu'on touche effectivement au secteur de l'enfance, c'est toujours un peu délicat. Et donc là, on y arrive avec mesure. Donc je mets au vote cette délibération. Donc qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Non plus. Et donc qui est pour ? À l'unanimité. Donc la délibération 75 est adoptée et je vous en remercie. Et je passe la balle à Madame Winter qui est là pour la Viasso, pour le pass jeune. Afin de moderniser son identité et de le rendre plus lisible pour les familles. La deuxième évolution, c'est l'élargissement des bénéficiaires aux enfants âgés de 3 à 18 ans, contre auparavant 4 à 18 ans. Donc afin de favoriser toujours un accès plus précoce aux activités associatives. Je vais rappeler un petit peu le système chez Carte pour les personnes nouvelles autour de la table, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes sont nouvelles. Alors c'est quoi ce dispositif ? C'est l'attribution de coupons de réduction de 30 € qui est pour une utilisation auprès des associations partenaires pour les inscriptions annuelles. Le retrait des coupons se fait donc entre le forum des associations qui aura lieu le 5 septembre et les vacances de la Toussaint. Et ensuite, il y a remboursement des associations par la ville après retour des coupons.
Voilà, donc cette évolution, bien sûr, elle s'inscrit également dans la volonté municipale de soutenir la pratique sportive, culturelle et associative des jeunes, accompagner le pouvoir d'achat des familles et renforcer l'attractivité, la lisibilité des dispositifs municipaux destinés à la jeunesse. Alors on aurait pu afficher, je ne sais pas si c'était possible, le pass jeune, non, je ne pense pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, il est assez moderne et plutôt bien travaillé par notre service comme... Voilà, à vous, monsieur le maire. Merci, Madame Vinter. Y a-t-il des questions sur ce pass jeune, nouvelle formule, enfin, sur ce pass jeune, oui. Non, pas de questions. Écoutez, merci. Donc, je mets au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, qui est pour? Merci. À l'unanimité, la délibération 76 est adoptée. Et je passe maintenant la parole à Madame Lesbat pour 3 délibérations. On commence par la 77. Alors, ça fait 2 ans, c'est la signature d'une convention, 3 ans, c'est la 3e année, excusez-moi, une convention avec l'association Festival des Arts de Bordeaux, donc qui a lieu entre le 26 septembre et le 10 octobre. Nous sommes concernés le 7 octobre. Alors, je crois que c'est la 78, celle-ci. La 77, c'est celle sur le vélo, c'est ça? Alors, dans l'intermède, on nous passe le pass jaune, donc vous pouvez découvrir à l'écran, voilà, le nouveau pass jaune. Et donc, on rembobine le film, et donc, on commence par la délibération, donc... Ah, pardon, c'est Monsieur Dargelas, alors qu'il la présente? Oui. Ok, eh bien, donc, Monsieur Dargelas, si cela va vous présenter sied. la délibération 77. Donc, la délibération 117, qui est relative à l'aide municipale à l'achat de vélos spécifiques. L'utilisation du vélo contribuant à la transition vers une mobilité plus durable, économique et respectueuse de l'environnement, nous souhaitons reconduire l'aide municipale complémentaire à l'achat de vélos spécifiques. Par vélo spécifique, il faut entendre plusieurs types de vélos, les VAE, les vélos à assistance électrique, les vélos pliants, les vélos cargo, les vélos allongés, les tricycles pour adultes et même les dispositifs d'électrification des vélos standards. Cette aide sera valable pour l'achat de vélos neufs ou d'occasion acquis auprès de professionnels uniquement. Cette aide sera conditionnée à l'obtention préalable par le demandeur de l'aide de Bordeaux Métropole. Autre critère d'éligibilité, en outre de ceux de Bordeaux Métropole, il faudra bien entendu que le demandeur soit résident de la commune d'Artigues et qu'il soit âgé de plus de 18 ans. Le montant de l'aide sera de 100 € par bénéficiaire, dans la limite du crédit inscrit au budget municipal. Voilà, et donc il y a joint au compte rendu, vous avez le règlement d'attribution d'une aide à l'achat de vélos spécifiques qui est joint sur Idée Libre. Voilà. Merci, Monsieur Dargelas. Madame Célie, je vais prendre la parole, je vous la donne. Je voulais savoir si vous pouviez nous préciser quel est le budget annuel et combien de bénéficiaires vous pouvez estimer accompagner dans ce dispositif. Alors, pour cette année, nous avons prévu un budget de 1500. Et donc, 1500 divisé par 100, ça devrait faire un petit peu plus de 14 et un petit peu moins de 16. Voilà. Et donc, faut savoir que l'an dernier, nous avions 6 bénéficiaires. Donc, nous avons diminué le budget puisque le budget n'avait pas été consommé. Et voilà. Merci. Donc, les services me disent qu'il faudra juste modifier la délibération peut-être pour dire qu'elle a été présentée non pas par Madame Lesbat, mais par Monsieur Dargelas, conseiller délégué aux mobilités. Oui, Monsieur Domi. Savoir si, par exemple, moi je prends l'aide de vélo, est-ce que le vélo d'Artigues, je peux m'amener de travailler à Bordeaux, par exemple, rouler jusqu'à Bordeaux avec? C'est un exemple. Oui, enfin, si. Oui, c'est pour l'achat d'un vélo. Et votre vélo doit vous servir normalement pour la mobilité. Et donc, si vous allez travailler à vélo,
vous êtes un exemple pour tout le monde. Ça marche. Merci. Oui, oui, Madame Lesbat avait une précision peut-être, parce qu'elle a un peu d'historique sur le sujet. Oui, sur cette possibilité, elle n'est accordée, l'aide d'Artig n'est accordée que si la personne a déjà eu un accord de la métropole. Donc ce sont des gens qui cumulent une aide métropolitaine, puis ensuite l'aide d'Artig. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets cette délibération, donc 77, au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, je considère qu'à l'unanimité, la délibération est adoptée. Oui, merci. Vous pouvez lever la main. C'est vrai que j'ai lancé une... Merci. Alors, nous passons maintenant, cette fois-ci, c'est bien Madame Lesbat, pour la 78. Je reprends. Donc, c'est une délibération que nous passons pour la 3e année. C'est un partenariat avec le Festival des Arts de Bordeaux, le FAB, qui existe déjà depuis pas mal de temps et qui ensuite s'est répandu sur toutes les communes de la métropole. Sur Artig, ça sera une conférence, on va dire, à la fois théâtrale et scientifique sur les pratiques agricoles. Ça se déroulera à la médiathèque le mercredi 7 octobre à 20h30. Je voudrais juste préciser qu'il y a une petite erreur, page 6 de la Convention. Donc si vous prenez la page 6 de la Convention, alors cette erreur, elle n'a pas d'impact sur la somme qui est prévue, puisque nous payons en fait que la moitié de la prestation. Nous payerons à notre charge, c'est 50% du coût total, et à notre charge, donc 1842,84. En réalité, page 6, quand il y a le détail, il y a 2 erreurs. Pour l'hébergement, parce que tout est divisé par 2, n'est-ce pas? Les 190 € qui étaient notés 85 €, c'est 95 €. Pour la ligne, je reviens. Une fois qu'on avait oublié aussi, enfin, c'est le FAB qui a oublié, et nous, on ne s'en est pas rendu compte, qu'il fallait rajouter 108 € pour les droits d'auteur. Et si on fait la somme, 800 €, 95 €, 41,40 €, 125 €, 475, là on paye les 100% de cette somme-là, et les 108 €, j'espère que je ne me trompe pas, ça fait bien 1664,40 € et non pas 16 640. Il y avait un zéro en trop devant la virgule. Voilà, hors taxe. Et ensuite, lorsque on met ça, tout ça en taxe, toute taxe comprise, c'est 1734,84 €. Et si on rajoute la retenue à la source, il se trouve que c'est aussi 108 €. C'est le hasard, c'est pour ça que peut-être que ça a été oublié plus haut. Eh bien, on obtient bien la somme de 1842,84 €. Voilà, je voulais préciser ça. On ne l'avait pas vu, personne. Merci. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions? Non. Eh bien, écoutez, je mets au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Qui est pour? Merci. Donc, à l'unanimité, la délibération 78 est adoptée. Et pour la dernière délibération, avant de passer aux questions orales, la 79. Convention. Alors, la convention habituelle aussi, alors là, depuis de très nombreuses années, avec musique de nuit diffusion, c'est-à-dire en même temps au Rocher-Palmer, pour un partenariat de spectacles qui font partie de leur programmation, Rocher-Palmer. Ces 2 concerts sont accompagnés par des masterclass et de la médiation auprès des élèves des écoles de musique de Fédot, l'école Fédot, avec parfois même la participation des élèves à certains de ces spectacles, pour une somme de 10 000 €. Voilà. Je ne vous donnerai pas les compagnies qui ont été choisies, parce que ce n'était pas encore d'actualité lorsqu'on a rédigé la convention à la rentrée. Nous le saurons, de toute façon, vous le verrez sur la plaquette culturelle de la rentrée. Bien. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dernière délibération de la soirée? Non, pas de questions. Écoutez, je mets au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient?
4 abstentions. Et donc, qui est pour? Merci. Donc, à la majorité, cette délibération est adoptée. Alors, avant de clôturer ce conseil municipal, nous avions une question orale du groupe EPA, semble-t-il, qui veut prendre la parole. Madame Célie. Je vous remercie. Les mesures concrètes de prévention et de régularisation que vous avez engagées dès l'activation du niveau rouge canicule pour nos enfants qui sont accueillis dans les centres de loisirs et à l'école. Pour les seniors, j'avoue que je sais un petit peu puisque j'ai participé à la commission, donc M. Pouget nous a expliqué un petit peu. Et pour les agents municipaux exposés, donc savoir un petit peu ce qui a été mis en place. Et il y avait une deuxième partie de question. Oui, on fera une réponse complète, s'il vous plaît. Pas de souci. Concernant l'avenir, donc considérant que les épisodes caniculaires deviennent récurrents, serait-il opportun d'équiper au moins peut-être une salle communale, par exemple la salle bétail, d'un système de climatisation? L'objectif serait de créer un îlot de fraîcheur communal permettant aux plus fragiles de se regrouper en journée dans un espace rafraîchi et sécurisé. Voilà. Je vous remercie. Alors, je vous remercie de cette question. Donc, c'est un sujet que l'on va détailler puisque le conseil municipal n'a pas été très long. Et donc, je vais d'abord passer la parole un petit peu pour répondre à chacune de vos questions, mais à d'autres préoccupations aussi. C'est un peu plus large, hein, la crise sanitaire ou caniculaire que l'on a vécue, même si ce n'était pas encore une crise sanitaire, mais pas très loin, même s'il y a déjà plus de 1000 morts de plus en France, hein, au premier bilan. Donc je passe la parole à Marie-Josée Malada, pour commencer, pour la petite enfance. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, pour les 2 crèches, les Jeunes Pousses et les Rêves Bleus, elles sont climatisées, donc il n'y a eu aucun problème d'accueil. Au contraire, les parents sont venus plus régulièrement et satisfaits parce que chez eux, la chaleur était intenable et provoquait des problèmes de sommeil chez les bébés. Donc ils étaient très contents de venir à la crèche pour que les enfants puissent récupérer. D'autre part, la mairie a mis en place, a fait baisser la chaîne afin que les parents puissent venir chercher leur bébé à la crèche directement à l'entrée de la crèche sans les amener sous la chaleur, surtout le soir. Voilà. Pour le RPE, que je rappelle, n'avait aucune VMC ou isolation en 2020, ce qui a été mis en place depuis, une VMC efficace, l'isolation de la toiture et une partie de la façade. Nous avons prévu d'autres travaux qui seront mis en place pour encore mieux isoler, car le RPE a encore des problèmes à la fois l'hiver pour le froid et l'été pour le chaud. Nous avons fait une annulation des ateliers avec les assistantes maternelles, ce qui était bienvenu pour elles, parce qu'elles trouvaient que venir avec les enfants par cette canicule, avec les poussettes et tout ça, c'était pas bienvenu. La plupart, voilà. Une annulation également du LAEP, lieu d'accueil enfants-parents, pour un mercredi, pour les mêmes raisons. Voilà. Merci, Madame Ada. Je précise que pour la chaîne, on a fait baisser la chaîne, puisque c'était une semaine de canicule et que justement on avait pu, mais Madame Vinter en parlera tout à l'heure, supprimer un certain nombre d'activités sportives notamment. Et il y avait beaucoup moins d'enfants aussi, donc qui venaient, ou de parents qui venaient récupérer leurs enfants. Et donc, ça tombe bien, je passe la parole à Madame Doussou pour la partie des enfants un peu plus grands, donc les scolaires. Donc, pour les maternelles et les élémentaires. Alors, en ce qui nous concerne, côté école, toutes les écoles sont équipées d'une zone de fraîcheur climatisée. Donc, le restaurant scolaire élémentaire du parc, une salle périscolaire et le dortoir à la maternelle du parc et la grande salle périscolaire à la maternelle de la Plaine. Et des climatiseurs ont été livrés à Bécaire le vendredi précédent la canicule pour équiper les salles communes.
Toutes les écoles ont reçu, en plus de ce qu'elles avaient déjà reçu, elles ont reçu des ventilateurs, donc 20 ventilateurs ont été distribués dans les écoles. Le rez-de-chaussée de Becker, de par la structure du bâtiment, a été maintenu aux frais relatifs, c'est-à-dire qu'on a réussi à maintenir en dessous de 28 degrés. Et on a eu la présence d'élus quotidienne la nuit, quotidienne. Toutes les nuits, des élus sont venus à Becker pour ventiler. Donc on a même certains élus qui sont allés à 3h du matin, les soirs d'orage, pour éviter la pluie, mais pour ventiler l'étage, pour ouvrir les Velux, pour ouvrir les fenêtres, pour faire rentrer la fraîcheur. Donc il y a eu une vraie mobilisation des élus. Dans les maternelles, des jeux d'eau aussi ont été mis en place. Un lien constant avec l'inspection, avec l'IUN, a été conservé pour adapter l'accueil des enfants dans les écoles. Donc c'était des décisions concertées avec l'IUN. On a choisi de concert de garder les écoles ouvertes. Il faut savoir qu'on a des familles pour lesquelles, un petit peu comme pour les 0-3 ans, les enfants étaient même mieux à l'école que chez eux. L'accueil était recommandé seulement le matin et on est même venu sur une possibilité de garder l'enfant toute la journée. Néanmoins, tous les enfants pour qui c'était nécessaire ont été accueillis et dans des bonnes conditions puisque l'après-midi, ils étaient dans des lieux climatisés. Les parents ont joué le jeu, donc le nombre d'enfants a diminué, ce qui a permis d'accueillir les enfants qui étaient sur place dans des bonnes conditions. Concernant le périscolaire, nous avons adapté les horaires. Nous avons demandé aux parents de venir chercher leurs enfants avant 17h30. Néanmoins, nous avons laissé la possibilité d'accueillir les familles qui en avaient besoin, soit parce que métier prioritaire, parents isolés ou simplement des difficultés d'organisation. On a laissé la possibilité d'un accueil jusqu'à 18h30 et toujours dans des lieux climatisés. De la même façon que pour les écoles, les parents se sont organisés. On a eu très peu de demandes qui ont dépassé 18h. Même chose, en périscolaire, des jeux d'eau ont été mis en place et l'accueil dans les zones climatisées. Globalement, moi je trouve qu'il y a eu vraiment une très bonne collaboration entre les écoles, les services municipaux, le périscolaire et les parents. Ça s'est vraiment bien passé. C'était un état d'esprit d'entraide. La communication a été quotidienne de la mairie via le kiosque et les réseaux sociaux vers les familles, sur Facebook, etc. Et une communication aussi permanente entre les services, les élus et les écoles. Voilà, donc tout s'est passé dans le calme, avec une entraide mutuelle. Et moi, je salue quand même le travail exceptionnel des enseignants qui ont su s'adapter et qui, honnêtement, ont gardé un climat très positif pour les enfants. Pour être passés dans les écoles, on avait des enseignants qui étaient très engagés. Le service scolarité a dû s'adapter et l'a fait absorber une charge de travail énorme pour annuler la cantine, annuler les services, à l'inverse, inscrire des parents qui en avaient besoin. Et le service d'animation a été en soutien pour les familles et pour les ventilations des bâtiments. Le matin, ils ouvraient tôt, le soir, ils refermaient tard, etc. Donc tout le monde a joué le jeu. Merci beaucoup. Alors on va grimper, faire un saut en âge peut-être, mais pas seulement. Donc je vais passer la parole à Pierre Pouget. Je parlais des populations concernées qui étaient plutôt les seniors, mais peut-être pas seulement. D'ailleurs, le CSCAS ne travaille pas qu'auprès des seniors, mais aussi des plus fragiles ou des plus défavorisés. C'est le saut à la perche. Allons-y. Oui, Madame Célie, la semaine dernière, on a fait effectivement un point en conseil d'administration du CCAS sur l'ensemble des actions et les points de vigilance qui sont mis en œuvre autour du CCAS dans ce contexte de canicule. Alors, moi, je voudrais insister sur 4 points. Le premier, c'est la présence, et je l'ai déjà évoqué, d'un groupe citoyen d'une dizaine de personnes. Il y en a beaucoup d'ailleurs dans cette salle, qui sont mobilisés pour un contact quasi-hebdomadaire auprès de personnes qui sont inscrites sur le registre communal des personnes isolées. Et je rappelle que cette inscription, c'est une inscription volontaire qui est faite soit par les personnes elles-mêmes, soit par des membres de leur famille, les enfants, petits-enfants. On ne fait pas de l'intrusion téléphonique, ce serait vivement dénoncé chez les gens. Mais dès lors que les gens souhaitent bénéficier de ce contact, de cet accompagnement, c'est possible. Alors, à ce jour, c'est 89 Artiguais, 89, qui sont suivis par ce groupe citoyen. La première mobilisation avait été déjà mise en œuvre à l'occasion de l'épisode caniculaire de ce mois de mai. Mais on savait déjà quelques jours auparavant qu'on allait avoir une deuxième mi-temps éminemment sensible ce mois de juin.
Et dès le 18 juin, je ne sais pas pourquoi le 18 juin, on a sonné l'appel et les bénévoles qui se réunissaient ont sur ce point-là essayé de travailler des aspects de méthodologie, d'éléments de langage et d'échange d'expériences qui permettent à chacun d'être le plus efficient dans ce contact qu'ils peuvent avoir auprès des publics isolés. À ce jour, toutes les personnes répertoriées fragiles et le plus souvent isolées font donc bien l'objet d'un suivi régulier, pour autant que les personnes acceptent de répondre au téléphone, ce qui n'est pas facile et pas toujours le cas. Donc, quand on le sait, on essaye d'appeler qui les enfants, qui les voisins, bref, pour faire en sorte qu'on puisse avoir ce contact-là. Deuxième point qui me paraît, moi, très utile, c'est ce qui est mis en œuvre déjà depuis pas mal d'années par le CCS, c'est le portage des repas. Portage des repas, et à ce jour, c'est 45 personnes qui bénéficient quotidiennement de ce portage. Et pendant cette période caniculaire, les travailleurs sociaux ont pu accompagner la personne qui assure ce portage de repas pour avoir un double regard sur les situations rencontrées. Et quoi qu'il en soit, le retour de ce contact au domicile des gens est toujours très utile pour constater les situations qui pourraient être à difficulté dans ce genre de situation. Troisième point, c'est le prêt de ventilateur. Je parle bien de ventilateur, pas de climatiseur. Malheureusement, enfin, en tout cas, ça pose un sujet. Donc, dès le premier épisode caniculaire, le CCAS avait fait l'acquisition de ventilateurs qui sont proposés aux personnes isolées et totalement dépourvus à cet égard. Et à ce stade, on a 5 ventilateurs qui font partie, qui sont dédiés à ce prêt. Puis enfin, on a procédé à l'aménagement d'un îlot de fraîcheur à l'intérieur du château Bétail, le fameux Salon Julien. D'ailleurs, il faudra que je me documente pourquoi il s'appelle Salon Julien. Pourquoi pas, avec l'installation par les services techniques de la mairie d'une clim mobile qui permettent de disposer d'un espace à vivre d'environ 25 degrés et avec possibilité pour les personnes qui désirent y passer du temps d'un moyen de transport. En fait, le CCS qui dispose d'un véhicule est capable d'aller chercher à leur domicile ces personnes pour les amener dans cet espace-là. Donc, dans ce contexte-là, moi, je voudrais souligner la mobilisation tout à fait exceptionnelle à la fois des bénévoles et des services municipaux, qui sont tous acteurs de cette solidarité de proximité. Permettez-moi d'emprunter ce slogan aux petits frères des pauvres, qui est cette association dont le cœur de métier est ce contact auprès des seniors très isolés. Le bénévolat auprès des seniors est un engagement discret qui fait reculer la solitude, mais aussi qui fait grandir l'humanité. Voilà, merci à tous. Merci Pierre. Je passe la parole à Corinne Lesbat maintenant. Alors au niveau de la culture aussi, effectivement, il y a eu entre autres de nombreuses annulations, et en particulier la fête de la musique, que tout le monde attendait, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est une déception de prendre cette décision, parce que beaucoup d'artistes amateurs ont répété pendant toute l'année pour cette soirée qui est importante. Il y a des jeunes, il y a des adultes, tout le monde s'en faisait une joie, il y avait des choristes, aussi il y avait des surprises. Les surprises, je ne vous les donnerai pas puisqu'elles n'ont pas eu lieu. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur, effectivement, de prendre cette décision, mais tout le monde a compris, effectivement, comme dans les autres services. Il faut savoir aussi que quand il y a un spectacle le soir, on pourrait dire le soir il fait moins chaud, à partir de, ça dépend, enfin là il faisait quand même encore très chaud. Mais les installations, les répétitions se font aussi toute la journée. On installe dès le matin, on répète tout l'après-midi. Il y avait des enfants qui étaient prévus. Et donc, la seule solution, bien sûr, c'était d'annuler. Avec une possibilité, c'est que certainement pour les concerts des écoles FEDO, qui faisaient partie de la première partie de cette soirée, il y a, comme on l'a fait une année, où il y avait eu aussi une période de juin très chaud il y a quelques années, on avait fait un report. Et bien là, on réfléchit à un report après les vacances. La semaine des cours à FEDO des écoles d'art aussi a été rompue pendant une semaine. Bon, cette semaine, c'est la dernière semaine. Ils ont théoriquement la possibilité de reprendre cette semaine. Les portes ouvertes qui avaient lieu le mercredi dernier aussi ont été annulées, avec la possibilité pour les parents qui voulaient commencer à inscrire
pour l'année prochaine de le faire directement auprès de Patricia. Il devait y avoir un spectacle d'impro aussi avec des élèves de CM1, CM2. Là, c'est pareil. Bon, ils ont fait leur séance. L'essentiel, effectivement, sur ce sujet, bien sûr, c'était les séances de travail. Mais sûr qu'après, la séance de présentation devant les parents, c'est toujours très agréable et festif. Bon, mais malheureusement, cette partie-là n'a pas pu avoir lieu. Le spectacle de flamenco qui devait avoir lieu samedi soir, ce spectacle de flamenco, lui, on sait qu'il va pouvoir être reporté à la rentrée. Et surtout, à la médiathèque, il y a eu une modification des horaires. Bon, la médiathèque, c'est un lieu où beaucoup de gens ne vont pas seulement récupérer des livres, mais ils viennent aussi pour passer du temps, lire sur place, travailler aussi. C'est un tiers-lieu dans notre commune. Et on a décidé d'avancer les horaires d'été, qui fait qu'on peut arriver à partir de la semaine dernière à 9h30 le matin, tous les jours à partir du mardi jusqu'au samedi jusqu'à 13h, avec un mercredi après-midi pour maintenir le nombre d'heures disponibles aux citoyens. Et effectivement, dès le premier jour, le matin, il y a eu affluence. Alors même si on fera encore mieux pour la médiathèque, mais ça c'est Thierry Lureau qui va vous en parler. Mais déjà, le matin, c'était plus supportable. Et c'était mieux que certaines personnes chez eux où la température était beaucoup plus élevée encore. Donc c'est vrai que les gens étaient très très contents qu'on ait avancé les horaires. Je pense avoir dit ce qui me concernait. Je pense que oui. Merci. Claire Winter, maintenant. Sport et vie asso qui a été perturbé aussi. Alors donc, au niveau de toutes les associations sportives, mais également celles qui utilisent les salles municipales, autres que celles dédiées au sport, donc ont été informées par mail des différents niveaux de vigilance liés à la canicule de la part de la préfecture. Donc au moment de la vigilance rouge, on a effectué la fermeture par arrêté de toutes les structures sportives. On a informé donc chaque club, enfin les services ont informé chaque club qui a joué le jeu, bien sûr en informant tous leurs adhérents que les structures étaient fermées. Donc tout ça, il s'agissait donc de protéger les habitants, les jeunes, les moins jeunes, des risques majeurs liés à une chaleur intense. Et il est difficile de faire autrement et de faire mieux. Donc ce constat étant fait, il faut en tirer les conséquences quant aux modifications éventuelles de pratiques sportives en intérieur ou en extérieur, sachant que la préoccupation majeure est la santé des pratiquants. Donc les épisodes de canicule répétés obligent de repenser la place de l'activité physique dans nos étés extrêmes. Donc nous devons nous interroger sur la possibilité de jouer sur un terrain synthétique surchauffé et de rouler sur la piste, par exemple, de BMX également, avec de réels risques de brûlure, comme pratiquer un sport de salle dans un lieu chauffé à blanc par le soleil. Donc, de même, permettre la pratique sportive pendant ces périodes particulières ne pourra se faire qu'en isolant les salles, mais seulement jusqu'à une certaine limite. Donc, il est hors de question d'équiper des salles de sport de climatiseurs dans ce seul but. Ce serait un non-sens économique. À l'ère des étés extrêmes, protéger sa santé tout en restant actif passe par une meilleure connaissance des risques liés au stress thermique et par l'adoption de nouvelles habitudes d'entraînement. Donc, cependant, il est important que tous les acteurs sur la commune jouent ce même jeu de prévention auprès de tous. Donc, je tiens à remercier tout particulièrement le personnel de la commune pour son travail remarquable dans ces conditions difficiles. Merci. Oui, il va être difficile on n'est pas au Qatar, difficile de climatiser les espaces extérieurs. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'oriente vers une autre direction. J'en parlerai tout à l'heure. Michel Saint-Jacques pour la partie RH et pour ce qu'on a fait avec nos personnels pour les protéger. Donc, sur les mesures prises pour la protection des personnels, et rapidement, elles ont été mises en place dès le 23 juin sur la base d'un comité de direction exceptionnel, donc décliné par les directeurs, décliné par les services et appliqué sur l'ensemble des personnels, pour l'ensemble des personnels de la mairie. Donc elles sont diverses. Il y a des aménagements horaires pour ceux qui sont le plus exposés à la chaleur,
les personnels techniques, les ASEM. Il y a eu, entre autres mesures, le recours un peu plus systématique au télétravail. Il y a des accueils qui ont été adaptés. On l'a vu pour la médiathèque, la mairie était fermée à 12 heures. Il y a ce qu'on a appelé de la relocalisation, pour ceux qui le souhaitaient. Relocalisation, les personnels qui étaient à l'étage ont pu passer en sous-sol, qui est beaucoup plus frais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu également des pauses en espace rafraîchi. Ce qui est intéressant, c'est qu'un protocole est sur le point d'être finalisé par niveau d'alerte pour que la mise en place de ces mesures de préservation des personnels soit plus automatique. Moi, ce que je voudrais dire, et de ce que j'ai pu voir, toutes les mesures en faveur des personnels, elles ont été, et les personnels eux-mêmes le portaient, elles ont été mises en place avec une double préoccupation. Bien entendu, préserver la santé personnelle, mais préserver également la continuité du service public et du service dû aux Artiguais. Alors ça, c'est un vieux principe de droit public, la continuité des services publics. Il a été appliqué, et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'applique bien évidemment à tous les services publics, il s'applique aux agents publics, mais il s'applique également aux élus. Et moi, ce que je peux dire pendant cette période, c'est qu'aucun élu n'a manqué à l'appel. Merci Michel. Thierry Verdon, peut-être te dire un petit mot. Bonsoir à tous. Oui, juste pour vous dire, suite à la canicule, pour soulager nos agents du service technique pour les tontes, nous avons décidé en commun de faire venir un agriculteur de Saint-Loubès pour couper les prairies, c'est-à-dire au golf, devant la médiathèque et puis derrière la mairie. Suite à ça, donc suite à ce fauchage-là, nous avons décidé avec l'agriculteur que c'était gratuit pour nous, pour la mairie, par contre, sous condition qu'il récupère tout le forage. Voilà, ce qui a été fait. Voilà, c'est tout. Merci, Monsieur Lureau, et après je conclurai. Alors, tous mes collègues vous ont parlé de l'humain. Moi, je suis désolé, je vais être un peu plus terre à terre. Je vais vous parler du bâti, parce qu'il a son importance aussi. Et les canicules précoces, comme on vient de subir, nous ont montré l'extrême vulnérabilité, je vais y arriver, de nos bâtis, et particulièrement du bâti scolaire. Pour mémoire et prendre un peu de hauteur sur le sujet, le jeudi 25 juin, le ministère de l'Éducation nationale a fermé ou modifié les horaires de 13 500 écoles en France. Donc ça, c'est pas limité à Artigues. La Banque des Territoires annonçait le lendemain la mise en place d'un budget de 50 millions d'euros, abondé par EDF qui mettait en place un budget de 80 millions d'euros pour améliorer le confort thermique de 12 500 écoles. Alors, côté EDF, on peut considérer que c'est un petit peu intéressé parce que si tout le monde met des clims, ils vont vendre de l'électricité. Mais même comme ça, ça fait que 130 millions d'euros sur 12 500 écoles, ça fait 10 000 euros par école. On est très très loin de ce qu'il faut mettre en place. Juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, 80% du bâti scolaire sont inadaptés aux fortes chaleurs et 80% du bâti scolaire, ça représente à peu près la moitié de la surface des bâtis des communes. Et le chiffre qu'il faut retenir, c'est 140 millions de mètres carrés. Donc c'est absolument colossal. Pour autant, le président avait annoncé en 2023 la mise en place d'un plan de rénovation de 40 000 établissements scolaires, ce qui n'empêche pas, dans le même temps, le même président et son gouvernement de baisser la participation du fonds vert et de la diviser par 4, alors que c'était exactement le budget qui servait à faire ces travaux. Donc, comprenne qui pourra. En tout cas, moi, je ne comprends pas ce fonctionnement-là. Juste pour un rappel général, l'investissement dans le confort thermique d'été, c'est un investissement sans retour sur investissement. Quand on investit pour du thermique d'hiver, on va chauffer moins, donc consommer moins d'énergie. Quand on investit pour des systèmes mécaniques en chauffage, en confort d'été, il n'y a pas de retour sur investissement. Juste pour revenir on va revenir un peu sur Artigues, ce que nous avions prévu de faire. Simplement, c'était dans notre programme, donc voilà, on n'a pas attendu ces sujets de canicule pour avancer sur le sujet. Mme Célie, vous évoquiez une salle à traiter. Alors nous, on était plutôt partis sur la salle Marie-Thérèse Ekem, vous le savez, c'est ce qu'on avait donné dans notre programme. Donc on va l'étudier avec les associations qui l'utilisent plus régulièrement, comment on peut la transformer. C'est pas simple de transformer des bâtis dans des bâtiments comme celui-là, qui sont très très beaux,
Mais si j'arrive avec de l'isolation extérieure et de l'enduit partout, ils vont être nettement moins beaux. Donc ce n'est pas la solution. Il faut travailler là-dessus. Donc voilà, on va remettre ça sur le tapis au deuxième semestre 2026. Un autre sujet important, Corinne Esbat a évoqué, c'est la médiathèque. Par honnêteté républicaine, nous avions suspendu les discussions qui étaient sur l'amélioration de la CVC, chauffage, ventilation, climatisation, CVC, de la médiathèque pendant la période des élections. Elles ont repris. Donc on est en train de finir la discussion avec les assistants maîtrise d'ouvrage pour écrire le programme de renouvellement de ce système qui sera effectif. Voilà, on compte faire les travaux au début d'année 2027, donc il sera effectif. Alors évidemment, si on a une canicule au mois de février, ben, je ne serai pas prêt, mais si elle est un peu plus tardive, on devrait être bon. Et le plus important, bien sûr, la rénovation thermique de l'école primaire du parc, hein, qui là aussi fait partie de notre programme. Donc là aussi, nous n'avons pas attendu la canicule pour agir. La fin de définition de nos souhaits et programmes des utilisateurs et des élus se fait mercredi, après-demain. On a un dernier point de passage avant transmission de tous ces éléments-là à un assistant maîtrise d'ouvrage qui va nous écrire le programme pour traiter la rénovation de cette école dans le cadre d'un MGP, marché global de performance, que nous avions là aussi évoqué pendant notre campagne. On devrait pouvoir lancer les appels d'offres fin de deuxième semestre 2026 et lancer les travaux le plus vite possible derrière, les réponses des MGP étant assez rapides, puisque c'est en général des grosses structures qui répondent là-dessus. Juste quand même, je ne peux pas laisser passer. Certains chiffres ont circulé. Vous savez que j'aime les chiffres et quand je donne un chiffre, je cite mes sources. Certains chiffres ont circulé qui sont totalement farfelus, pour être poli. J'ai vu écrit que 90% des écoles en France avaient la climatisation, ce qui se faisait dans 90% des communes. Le chiffre de l'ADEME, qui n'est pas un organisme qui est afféodé à Artigues, c'est 7%. Donc quand on écrit 90 et que la réalité c'est 7, il y a juste une erreur de coef 13. Ensuite, j'ai vu un estimatif de coût pour climatiser 8 salles, 8 classes à 25 000 €. Alors je vais vous donner mes sources. Ce n'est pas non plus un écologiste convaincu, c'est Éric Ciotti. Il va climatiser toutes les classes de la ville de Nice. Donc il va climatiser 1260 salles de classe, dit-il, pour 13 millions. Ça fait 10 000 € la salle. Donc quand on climatise 8 salles, ça ne fait pas 25 000, ça fait 80 000. Là encore, une erreur de plus de coef 3. Et encore, M. Ciotti commence à rétropédaler, comme souvent avec ce gentil personnage, puisqu'il se rend compte que les installations électriques de ces écoles ne sont pas capables de recevoir les installations qu'il veut y mettre. Donc en plus, ça ne marche pas. Voilà. Donc tout ça est assez désagréable à entendre. Juste, comme Pierre a fait une petite citation, je m'en permettrai une également, si tu veux bien, Pierre. Je vais citer un personnage panthéonisé il y a quelques jours, une dizaine de jours, Marc Bloch, qui disait « La complaisance avec le mensonge est la pire lèpre de l'âme ». Je vous laisse méditer. Merci, mes chers collègues. Donc, je vais conclure pour dire que, d'abord un chiffre, hein, on peut citer nos sources, c'est la Banque européenne d'investissement qui dit que pour 1 € investi dans la lutte contre le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, on ne sait plus ce que l'on doit dire, ça permettra d'économiser entre 5 et 7 € à l'avenir. Donc ça, c'est un point important. Et donc il y a une trajectoire qu'on a enclenchée déjà depuis 2020. Je pense que c'est la bonne trajectoire. Je vous rappelle quelques éléments. On a équipé en 100% LED notre éclairage public, ce qui nous a permis d'économiser, ce qui permet d'économiser 600 MWh d'énergie électrique. Alors énergie électrique, que ce soit le nucléaire ou parfois qu'on doit rallumer, peut-être qu'un jour on sera obligé de rallumer des centrales à charbon quand les centrales nucléaires ne peuvent plus être refroidies, qu'on est obligé de les couper. Donc en tout cas, on économise 600 MWh par an et près de 150 000 €. On a créé une halle de marché qui, d'une part, produit de l'énergie solaire, donc sans émission de gaz à effet de serre, et puis qui protège aussi à la fois l'hiver, mais à la fois l'été. Samedi matin, on était au marché, moi les commerçants me disaient on est quand même mieux là, abrité, que quand on était en face sur la place qui était une dalle, qui était un îlot de chaleur. Cet îlot de chaleur que l'on a végétalisé, vous l'avez vu, cette place du centre, avec donc installé aussi des brumisateurs, ce qui a permis notamment à certains élèves au mois de mai, je ne sais pas s'ils l'ont refait, de pouvoir, des scolaires, passer un petit moment sur cette place avec les brumisateurs. Et puis c'est l'école Joséphine Becker, même si tout n'est pas parfait, mais elle a été construite sur un ancien parking, donc on n'a pas artificialisé les sols, on a conservé les arbres, là où d'autres auraient voulu construire une école dans un parc où il aurait fallu raser des arbres, dans le parc Bétail, où je vous rappelle, on a planté, en ce début d'année, 115 arbres, et pas 3 arbres, comme on a pu le lire quelque part.
Et puis la rénovation de l'école élémentaire du parc, la salle Marie-Thérèse Ezekiel, mais ça a Thierry Lureau en a parlé. Et puis la bonne trajectoire, c'est aussi d'éviter de faire des rénovations à la va-vite. Hein. Madame Malada en a parlé tout à l'heure sur le RPE. Enfin, quand on a trouvé le RPE en 2020, il y avait une rénovation. Pas de VMC quand même dans une zone pour la petite enfance, donc pas de renouvellement d'air. Des huisseries qui sont des passoires thermiques, c'est-à-dire qu'il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été, donc c'est ni fait ni à faire. Il n'y avait même pas d'isolant au-dessus du plafond, donc on a fait rajouter 20 cm d'un isolant biosourcé il y a quelque temps par les services techniques. Donc c'est ce qu'on a découvert. Et puis c'est aussi éviter de créer des îlots de chaleur. Claire Vinter l'a évoqué tout à l'heure. Là où on avait un terrain de foot en herbe, même si c'est difficile à arroser, même si ça pose des problèmes, alors qu'on avait un réservoir d'eau, on l'a transformé en terrain de football synthétique. On n'a pas vérifié la température à la surface du terrain de football, mais un terrain de football synthétique, certes, on peut y jouer toute l'année, sauf quand il fait très chaud. Voilà. Donc ça aussi, c'est la création des néos de chaleur. Donc tout ça, c'est une différence de trajectoire entre ce que nous proposons et ce que vous proposez, et entre ce qu'on a fait et ce que vous avez fait. Puis enfin, j'aurais apprécié... dans cette situation de crise, vous avez vu que là, tous les adjoints, tous les agents, tous les élus et nombre d'élus, et merci à tous ceux qui nous ont aidés, effectivement, à 3h du matin, à 11h du soir, à aller ventiler les écoles, quand on le peut, hein, puisque parfois, certaines écoles, effectivement, on n'a pas des barres de défense. Donc, Joséphine Baker, c'est possible, puisqu'il y a elle est conçue pour cela. J'aurais apprécié, effectivement, avoir plutôt de l'aide de la part des élus d'opposition, plutôt que des critiques sur les réseaux sociaux, des attaques personnelles qui sont indigne. Donc, Monsieur Dauvilliers, je vous le dis, je ne sais pas si vous êtes bien entouré, mais je pense que j'aurais préféré avoir un coup de fil de votre part pour donner un coup de main, alors que quand moi je vous ai appelé pour vous demander de retirer des accusations complètement ignobles, et je pense que ce n'est pas à la hauteur, et je pense qu'on a mieux à faire que de lire ce genre de propos sur vos réseaux sociaux. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie. C'était une question orale, c'est ma réponse. Et on en reparlera. Je vous souhaite de toute façon... Non, c'est une question orale. On a fait une réponse. Ce n'est pas un débat, une question orale. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. Merci.